Bonjour Thomas, je suis ravie de t'accueillir dans mon podcast Potentiel. Merci à toi d'avoir accepté parce que je te sais très très pris et occupé et très sollicité aussi, donc un grand merci à toi. Merci Élodie, ravi d'être invité, très touché. Et j'ai pour habitude de présenter mes invités pour expliquer à mes auditeurs et à mes auditrices pourquoi j'invite telle ou telle personne. Mais si j'oublie quelque chose, t'hésites pas à rectifier bien sûr, ok? Très bien. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait, mais tu as un parcours aussi très atypique, donc ça peut intéresser ma communauté, parce que tu as commencé en tant qu'avocat et conseiller juridique. Hem, Très, très vite, en fait, tu as voulu être bénévole et c'est quelque chose où on voit que ça a guidé tout ton parcours professionnel jusqu'à présent et ça te tient énormément à cœur. Tu as commencé dans une association d'aide aux jeunes et donc on sent bien que ce questionnement sur le conflit, ça revenait dans tout ce que tu faisais, en fait. Et donc, tu t'es orienté petit à petit vers la psychothérapie, puisque tu es psychothérapeute. Tu t'es formé à la communication non violente. Tu es devenu formateur en communication non violente. Aujourd'hui, tu es auteur, conférencier, même acteur. J'ai fait une petite recherche. Tu as écrit beaucoup de livres, notamment le best-seller ça a été un phénomène mondial de cesser d'être gentil, soyez vrai. D'ailleurs, je me suis demandé 20 ans plus tard, si tu devais renommer ce livre, est-ce que tu choisirais ou pas le même titre? Tu vois, c'est une question que je me suis posée. Aujourd'hui, tu animes des ateliers, des formations sur les relations humaines. J'ai moi-même suivi tes formations que j'ai adorées et je mettrai ça en barre d'infos pour les personnes que ça intéresserait. Parce que quand on n'a pas la possibilité de venir en présentiel, bah, ces formations, c'est des pépites à tout petit prix en plus, vraiment, je trouve. Et tu es toujours très actif dans le milieu associatif. Et tu es papa de 3 filles. Et en tant que maman, bah, j'avais envie aussi de le mettre en avant. Voilà. Est-ce que tu rajouterais quelque chose ou est-ce que je me suis trompée? Ah non, mais merci beaucoup, peut-être juste une notion sur l'évolution de mon travail. J'ai réalisé en accompagnant tant de personnes que ce travail de discernement, de connaissance de soi, est vraiment un travail au service de la vie commune et donc j'ai développé la notion d'intériorité citoyenne. La connaissance de soi est un enjeu du vivre ensemble et je pense même profondément que, lorsqu'on s'interroge sur soi-même pour se pacifier, mieux s'orienter, se mettre à la bonne place et développer nos talents au service de la vie communautaire, eh bien, nous faisons du développement social durable. Nous contribuons au développement social durable. Donc, pour moi, il n'y a plus de développement dit personnel, il n'y a que du développement social durable. J'adore, j'adore. Et tu m'offres du coup une belle passerelle parce que j'avais envie de te demander, est-ce que tu crois que la communication non violente, alors c'est peut-être un peu naïf, mais j'ai l'impression qu'on est entre naïfs là, ou entre bisounours peut-être. Est-ce que tu penses que la communication non violente, elle peut changer réellement les conflits aujourd'hui, géopolitiques? Est-ce que tu penses que ça pourrait avoir un impact? Est-ce que ça a un impact? Quelle est ta vision par rapport à tout ce qui se passe en ce moment? Je dirais pas que je le crois et je ne me considère pas comme naïf, je dirais que je le sais pour le voir depuis 30 ans. C'est ça qui est mon drive à travers ce que je fais. Pourquoi les gens me disent: «Vous avez tellement d'énergie, on vous voit partout, vous êtes toujours en pleine forme et joyeux», c'est parce que je sais combien cette approche est pertinente et si elle aide des couples, des familles, des classes, des équipes de travail à se transformer, pourquoi est-ce que ça n'aiderait pas des populations, des peuples, des tribus, des quartiers de ville qui s'empoignent parce qu'ils ne se comprennent pas et s'arrêtent pas pour s'écouter mutuellement? Donc j'ai absolument confiance que ce processus, peut se développer du micro jusqu'au macro et que c'est juste une question d'apprentissage. À travers la planète, nous avons tous appris des mesures d'hygiène, physique évidentes. Pas tous encore, mais je veux dire, depuis une cinquantaine d'années, la plupart, beaucoup de personnes sur la planète se brossent les dents. Ça n'existait pas il y a 50 ans. Même chez nous, moi j'ai grandi dans une campagne rurale, il y a 50 ans, personne ne se brossait les dents, ça Ah, n'existait pas et il y avait pas d'ailleurs de salle de bain dans les dans la région rurale où j'habite, eh bien, il y avait le samedi soir, dans les fermes, on sortait une grande bassine qu'on remplissait d'eau chaude et tout le monde prenait un bain dans cette bassine pour être propre pour la messe de dimanche. Le fait d'avoir des salles de bain individuelles dans chaque maison est parfois très confortable. C'est un ouais. standard qui est tout récent et le fait de se brosser les dents systématiquement 2 fois par jour, c'est tout récent aussi et donc nous avons fait en 50 ans une évolution incroyable sur le plan de l'hygiène physique, eh bien, j'ai absolument conscience que dans les années qui vont venir, peut-être même les mois, nous allons faire un bond considérable sur le plan de l'hygiène psycho-spirituelle, qui consiste à gérer cet humain dont nous avons la charge, ce premier humain dont nous avons la charge, qui est nous-mêmes. Et donc, j'ai absolument confiance que la communication non violente peut vraiment être très, très, très pertinente dans cette évolution. J'aime beaucoup cette vision, et ce parallèle que tu fais avec l'hygiène et quand tu dis effectivement c'est une hygiène, du coup personnelle ou pour reprendre,
en termes d'avoir une hygiène sociale, durable du coup, collective, une hygiène collective. Est-ce que Qu'est-ce qui fait à ton avis que c'est peut-être si compliqué pour certaines personnes, d'utiliser une communication non violente? C'est la force des habitudes et l'inertie des habitudes. Et on peut reconnaître que notre société est fort basée sur l'affrontement. C'est une des cultures dans lesquelles nous sommes emprisonnés et que j'appelle un des 5 mécanismes autobloquants qui nous autobloquent vers l'évolution personnelle, mais aussi sociale. C'est cette impression qu'on ne peut résoudre les conflits, les tensions quand on n'est pas d'accord que par l'affrontement, domination, soumission, agression, démission, manipulation, séduction, fuite ou bouderie, punition, punition-récompense, c'est un couple. L'impression qu'on peut s'en sortir que comme ça, alors que évidemment qu'il y a d'autres modèles sur la planète et qu'on peut sortir des différends, des différences et fortiori des désaccords et des conflits en se parlant et en essayant de comprendre la position de l'autre et que ça demande un apprentissage qui demande du temps et de la discipline qui est savoir écouter. Savoir s'écouter soi en profondeur, la vraie personne que je suis derrière le personnage, et donc quitter l'action-réaction et l'hyper-émotivité, apprendre à se centrer, écoute personnelle, mais aussi écoute de l'autre, apprendre à écouter l'autre, surtout si on n'est pas d'accord, et le laisser s'exprimer. Ça, c'est un travail considérable, tellement notre habitude est de se parler à travers, sans s'écouter. Alors, quand on t'écoute, on peut penser que c'est facile, mais enfin, c'est peut-être moi, tu me diras, mais moi j'ai la sensation que c'est un processus de changement qui prend du temps, en fait, à incorporer, tu vois? Quand je te vois en formation ou dans tes vidéos, la manière dont tu réagis parfois aux personnes ou lorsque on te pose des questions, que tu as toujours cette réponse, cette douceur, cette bienveillance, cette écoute, on se dit: «Waouh, mais c'est peut-être naturel pour lui, mais pour moi non». Est-ce que tu voudrais pas rassurer les personnes qui disent: «Mais moi je suis très, très loin de ça». Est-ce que ça prend du temps, en fait, à en arriver là? Bien sûr que ça prend du temps, comme tout apprentissage. Parmi les personnes qui vont nous entendre, il y a des gens qui ont appris à jouer au football. Ils l'ont pas appris en une après-midi, ni même en une semaine. Ils ont mis des semaines et des mois avant d'avoir vraiment un grand plaisir, une maîtrise et une capacité à vraiment s'amuser en faisant ce sport. Il y a certainement des personnes qui ont appris des sciences compliquées, les mathématiques peut-être. Eh ben, on n'apprend pas les mathématiques en 2, 3 heures, ni même en une semaine ou deux. Pour avoir une maîtrise en les mathématiques, c'est des années de travail. Mais je prendrai un exemple tout simple. Personne n'apprend à conduire une voiture en une après-midi. Ça demande du temps, de l'intégration de tous les gestes, la coordination, la compréhension de ce qui se passe dans le véhicule, mais aussi autour du véhicule, les signaux de la route et puis bien sûr les autres usagers. Et avant d'être à l'aise dans la bagnole, au milieu du trafic et des embouteillages, ben, ça demande de la pratique. Et le temps est donc un ingrédient. Et pour la communication non violente, c'est absolument pareil. Le temps est un ingrédient, c'est pas un accident. Ça fait partie de la recette d'apprentissage, consacrer du temps pour petit à petit intégrer une nouvelle qualité d'être. Bah, du coup, je vais rebondir sur les exemples que tu donnes. Tu vois, moi, la conduite, c'est toujours pas mon fort. C'est toujours pas mon truc. Et je me dis, il y a des gens, bah, très vite, la conduite était facile. Et pour d'autres, bah, moins. Et ça, pour toutes les disciplines. Est-ce que tu penses que la sensibilité d'une personne peut être un atout, un avantage pour apprivoiser la communication non violente plus rapidement? Oui, certainement, parce que le fait de percevoir beaucoup de choses, d'abord nous incite à tenter de gérer ça, de comprendre ça. C'est difficile d'être un hypersensible qui est submergé par toute sa sensibilité, comme par un tsunami, par plusieurs tsunamis d'ailleurs, en même temps, dans plusieurs sens, dans plusieurs directions, et d'être dans cette espèce d'état de nausée, de ressentir trop et de ne pas savoir quoi faire avec ça. Et là, la communication non violente, en tout cas personnellement, m'a bien, bien aidé à clarifier Mmh. qu'est-ce que je sens dans cette partie de moi, qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que je sens dans cette autre partie de moi, qu'est-ce que ça dit de moi, et ainsi de suite, d'arriver à écouter les différentes parties de moi, les ordonnancer davantage et donner une certaine harmonie à ce qui jusque-là était un chaos tumultueux. Et donc, il y a certainement un aspect de grande aide pour les personnes hypersensibles, je peux en témoigner. Et je pense que précisément du fait qu'elles ont une grande acuité de perception de toutes sortes de finesses, de toutes sortes de nuances de la Terre, elles vont en faire un grand bénéfice pour développer tout ce potentiel qui est en eux. Je crois que c'est un outil que d'être hypersensible. Ça permet de percevoir des choses que des gens ne perçoivent pas et qui ont besoin d'être mises au monde. Mais ça demande un peu d'apprentissage. Comme tu le sais, Fabrice Midal, qui est un autre auteur, chercheur, philosophe, prof de méditation, etc., fait un très beau travail autour de l'hypersensibilité. Ça vaut vraiment la peine de recommander son travail aux personnes qui nous écoutent. C'est vrai, c'est vrai. Il a fait de très beaux ouvrages sur le sujet.
Euh, Et des cours également, ils donnent des sessions. Et ça, c'est intéressant, justement, de ne pas se sentir seul avec cette différence. j'ai essayé de l'inviter, sache-le, dans le podcast, il m'a pas encore répondu. Mais j'ai essayé. Est-ce que tu as la sensation, du coup, qu'il y a beaucoup plus de personnes hypersensibles qui suivent ton travail et qui s'y intéressent? Je n'ai pas fait de sondage, mais j'en ai bien l'intuition. Ouais. Clairement, quand je rencontre les personnes, qu'elles viennent en présence, suivre les sessions qui se font ensemble, ou qu'elles suivent les cours et qu'on ait des moments d'échange pour débriefer un peu le travail qui se fait à distance sur Internet, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a une bonne part de personnes qui ne viennent pas par hasard. Elles viennent justement parce qu'elles ont à cœur de mieux comprendre leur sensibilité, d'arriver à en faire quelque chose qui soit heureux, paisible, constructif. Alors, ma question, alors, je pense que tu as déjà répondu à cette question qui est un peu piquante, mais du coup, on se dit, OK, si c'est seulement les gens déjà convaincus, déjà sensibles, qui utilisent la CNV, comment on peut toucher finalement les autres qui auraient peut-être encore plus besoin, finalement, tu vois, de s'y mettre, entre guillemets. Tu vois? Je ne sais pas s'ils auraient plus besoin parce qu'il y a des hypersensibles qui sont très vite dans l'action-réaction colérique et l'agacement et la contre-attaque parce que justement, ils ne savent pas comment gérer leur sensibilité et formuler ce qu'ils ont à dire de façon respectueuse et attentive. Mais effectivement, comment contacter, intégrer des personnes qui ne sont pas directement intéressées par ça? Je pense qu'il y a un effet de contagion que les personnes qui viennent suivre quelques jours, parfois même une simple semaine, donc 5 jours de pratique, le module de base que moi j'anime, il y a des modules de base plus petits, hein, mais moi j'anime 5 jours, eh bien, réalisent que dans leur entourage, ils reçoivent des réactions encourageantes, justement, de personnes qui disent: ah, t'as changé, ah, ben, dis donc, tu es plus posé, ah, ben, tu es plus centré, ce que tu dis est plus clair, j'ai plus envie de collaborer avec toi. Enfin, ça se ressent. Et ça, c'est l'immense bénéfice de la non-violence, c'est qu'il ne s'agit pas de convertir le monde, il s'agit d'être soi-même complètement aligné avec ce processus. Et ça, petit à petit, ça diffuse. Et donc, ça vient conjurer cette idée, oui, mais à quoi ça sert que je fasse moi de la communication non-violence si mon conjoint ne vient pas, ou mes enfants, ou mon collègue, ou mon patron? Ben si, commence avec toi-même et puis tu vas voir, ça va vraiment bousculer les choses. Moi, j'ai pas attendu que le monde s'intéresse à cette approche pour décider que c'est comme ça que je veux vivre moi. Et dès que j'ai décidé ça, c'est incroyable tout ce que ça a bousculé dans ma vie. Enfin, voilà. C'est vrai que quand j'étais juriste et que je me suis intéressé à ça, je n'imaginais pas un instant combien ma vie allait changer, quoi, hein. Que Ah, j'allais c'est faire vrai. des livres, que les livres allaient être appréciés, que je serais invité à donner des conférences, que j'aurais des listes d'attente pour les formations que j'anime, enfin, que je refuserais la moitié ou les trois quarts des podcasts qu'on me demande, Élodie, que je serais tellement, oui, il y aurait tellement de beaux mouvements d'intérêt. Et donc, je le vois, systématiquement, les gens qui se transforment sont inspirants. C'est joliment dit et je trouve que c'est, une belle leçon de mise en action que tu nous donnes là. C'est-à-dire n'attendez pas que les autres, en fait, s'y mettent pour vous y mettre vous aussi, en fait. Commencez, Ah, c'est un peu cette phrase d'être le changement qu'on va voir dans le monde, en fait, cette fameuse, la formule de Gandhi, oui. mmh. Be the change. Mm. Et je voudrais revenir sur un exemple, que moi j'ai souvent eu en tant que médiatrice familiale, tu vois? Que j'ai accompagné des couples, surtout lors des séparations. Heu, Quand on parle de communication non violente, on parle effectivement d'expression de ses propres besoins. Mais tout le monde n'a pas la capacité ou la même capacité, que ça soit en qualité ou dans la temporalité, la même temporalité d'exprimer ses besoins. Tu vois, par exemple, dans une vie de couple, il y a peut-être une personne qui est plus à l'aise parce qu'elle est, voilà, plus dans l'introspection, plus en capacité d'une part de comprendre ses besoins, mais aussi de les exprimer assez rapidement à l'autre. Quand il y a cette distinction de temporalité ou de capacité, quels conseils tu pourrais donner à ces couples, voilà, où ça peut être compliqué du coup et tu sais, parfois dans une discussion, on n'a pas tous la même facilité d'expression? Je ferai cette précision, la communication non violente nous invite à savoir mieux exprimer nos besoins et à savoir mieux écouter les besoins des autres. Il y a ce double aspect qui est absolument fondamental. La communication non violente est un enjeu du vivre ensemble, pas juste du vivre tout seul ma propre vie en prenant soin de moi, bien évidemment. Ouais. Et cette seconde dimension, enfin, pas seconde en priorité, mais cet autre aspect de la communication non violente qui est l'écoute de l'autre est au moins aussi importante que celle de l'écoute de soi et de l'affirmation de soi. Et donc, pour
répondre à ta question, si une des personnes est plus à l'aise avec la formulation de ses sentiments et ses besoins, elle va être donc d'autant plus attentive à porter son attention, son empathie, sa tentative de compréhension des sentiments et besoins de l'autre, qui lui est peut-être moins à l'aise dans l'expression et demande donc un peu plus de temps et de patience, de disponibilité. Et que bien sûr, nous allons accepter d'avancer chacun à notre rythme. C'est pas parce que moi je développe rapidement une compréhension de ça et que je suis très vite à l'aise que l'autre va suivre le même rythme. Donc, c'est toujours un processus basé sur le profond respect de l'un, de l'autre et de nos différences. Et tu vois, là, je t'écoutais, je me suis dit, il est possible que dans les auditeurs, et je le vois dans les témoignages qu'on me fait souvent sur les réseaux sociaux, on va me dire, ah oui, alors c'est encore à moi de faire des efforts. C'est encore à moi de m'adapter. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? Ouais, j'entends ça très, très, très souvent Mm, et j'ai envie de dire: «Et alors?» Est-ce que vous êtes sur terre pour subir le fait que mm, les choses ne bougent pas comme vous voudriez et attendre que ça se passe autour de vous? Vous allez passer votre vie dans l'attente et dans l'inertie, à bougonner parce que ça se passe pas comme vous voulez? Ou est-ce que vous allez vous-même être acteur du changement que vous voulez voir dans le monde? Reprenons la formule mm. de Gandhi. Voilà, la vie vous a voulu là, avec la conscience que vous avez, l'énergie que vous avez, la disponibilité que vous avez, ben allez-y! Que diable, c'est quoi ce ronchonnage, Oui, la non-violence, c'est pas la non-vigueur, hein. Acceptez vigoureusement que c'est vous qui êtes peut-être le plus demandeur. Voilà, bah, effectivement, vous aimeriez peut-être davantage de partenariat, de réciprocité. On est bien d'accord. Vous accueillez en empathie cette partie de vous qui aimerait que les choses soient différentes et en même temps, vous acceptez qu'elles ne le sont pas pour le moment et que c'est vous qui allez prendre peut-être davantage d'initiative, Mm. heu, au service de la vie. Voilà, la vie nous veut au service de la vie. Du coup, ça veut dire aussi, quand on donne autant d'énergie, savoir aussi prendre soin de soi pour ne pas, eh bien, s'épuiser totalement. Oui, notre capacité à être à l'écoute, disponible, empathique, patient avec les autres est immédiatement fonction de notre capacité à être disponible, patient, à l'écoute, empathique avec nous-mêmes d'abord. Charité bien ordonnée, dit-on dans la tradition chrétienne, commence par soi-même. Oui, je me maintiens en bonne santé physique et psychique et spirituelle pour pouvoir être disponible et attentif. Et donc, cela veut dire que je sais me consacrer du temps, de l'attention, de la douceur, de la tendresse, de l'empathie, de l'inclusion de toutes les parties de moi. Je sais écouter les parties de moi que j'aime moins bien, qui me dérangent peut-être, qui sont peut-être même franchement inconfortables. Je les accueille, je les inclus, je discute, je crée un nous intérieur puissant, fort, qui va être la clé de ma capacité à co-créer du nous extérieur avec les personnes avec qui je vais être en lien, conjoint s'il s'agit d'une vie de couple, enfant bien sûr si on est parent, une classe si je suis professeur, équipe de travail si je travaille dans des équipes, etc. Ma capacité à faire du nous à l'extérieur est immédiatement fonction de ma capacité à faire du nous à l'intérieur. Inversement, pour être plus clair, s'il y a une partie de moi que je n'aime pas et que je trouve honteuse ou gênante ou en tout cas désagréable, t'inquiète que la vie va faire que je vais la repérer chez les autres et détester les autres pour ce que je ne veux pas admettre chez moi. Et Tout donc, à de fait. nouveau, nous voyons la dimension d'intériorité citoyenne, la dimension citoyenne de ce travail de connaissance et j'ose dire, de se coltiner avec toutes les parties de soi pour être à l'aise avec toutes les parties des autres, parce que sinon, c'est la friction et peut-être parfois l'explosion. Alors, dis-nous, est-ce que parfois, il t'arrive aussi de perdre patience, de t'agacer, d'être un petit peu, à cran ou, désespéré? Est-ce que ça aussi, ça t'arrive un petit peu à toi aussi? Rassure-nous. Oui, bien sûr. Tu tellement, tu sais, zen, tranquille, dans l'acceptation de tout, en fait, donc comment, en fait, tu arrives à arriver à écouter ça, toutes ces frustrations? Tu vois, moi qui accompagne un public où souvent je dis chez les atypiques, l'émotion la plus complexe, c'est la frustration. C'est comme si des leur réservoir était déjà tellement plein de ne pas comprendre ce monde, de se sentir en décalage, que la moindre goutte, ça fait tout déborder. Est-ce que ça te parle par rapport aux gens que tu as pu accompagner ou par rapport à toi? Bien sûr que ça me parle et c'est clair qu'il y a des moments où j'en ai ras-le-bol et que je trouve que la bêtise humaine est telle Ouais. que, j'ai plus envie de faire quoi que ce soit et que commence voilà, je suis parfois dans des moments de découragement. C'est clair que quand on voit l'état de la planète, il y a par moments de quoi désespérer. Si je suis fatigué et que j'ai pas pris de temps de ressourcement, je peux être dans des états de ras-le-bol que j'écoute, que j'accueille et que je considère comme faisant partie du vivant. Je suis un humain comme tout le monde et c'est clair que ça n'apparaît pas à l'extérieur, effectivement. Comme tu le dis, les gens, ils me voient plutôt en forme et dans ce que j'aime faire, les conférences, les formations, les accompagnements, les interviews.
Mais derrière ça, pour pouvoir avoir cette disponibilité, ben, il m'arrive de pleurer et de pleurer chaudement parce que le monde est dans l'état où il est et j'accueille tout ça pour quand même sentir qu'au fond de moi, je rebondis sur la confiance quand même dans la vie, que la vie est résiliente, qu'effectivement, malheureusement, les êtres humains s'empoignent comme des idiots très régulièrement, mon Dieu, mais qu'en même temps, il y a beaucoup de belles et bonnes choses qui se passent sur la planète. Et donc, je sais aussi, ça c'est une hygiène que j'ai introduite il y a 25 ans dans ma vie, je sais contempler ce qui va bien, ce qui est beau, bon, généreux, joyeux, léger, gracieux sur la planète. Je sais contempler ça et m'en nourrir profondément. Et j'ajouterais que parce que tu donnais l'image de ce que le public auquel nous adressons peut être dans une grande, grande frustration. Mmh. C'est clair, à partir du moment où je suis très submergé par les tsunamis d'émotionnel dont nous avons parlé et que je ne sais pas gérer ça, je vis plutôt une énorme frustration, un agacement et peut-être l'envie de tout bazarder, clairement. Inversement, lorsque je commence à mettre un peu d'ordre là-dedans, à mieux me centrer, à mieux comprendre la pulsion de vie qui est en moi et qui tente de se frayer son chemin, que je sais honorer cela, et que je sais de plus en plus savourer les moments où mon hypersensibilité m'a fait percevoir des choses d'une profonde délicatesse et que j'ai parfois frôlé ce qu'il y a de plus élevé pour notre humanité, la grâce, la transcendance, le sacré, la présence, vous l'appellerez comme vous voulez, on peut l'appeler la présence divine, le souffle qui passe à travers les choses, mais chacun mettra les mots, je ne veux pas mettre des mots qui ferment et qui cloisonnent, mais enfin, percevoir des états comme ça de méditation, c'est souvent dans la nature, dans la forêt, dans la montagne, au bord de la mer, en écoutant de la musique, en contemplant de belles et bonnes choses, en lisant des poèmes. Et lorsque nous sommes de plus en plus familiers de cet état d'éveil et d'ouverture, eh bien, de moins en moins les frustrations ont de prise sur nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'en vit pas, mais ça veut dire que la partie principale de notre être est de plus en plus nourrie, comblée, je dirais, encouragée, soutenue, et donc, s'il y a des frustrations, eh bien, je suis davantage disponible pour les traiter une à une et leur consacrer du temps sans être bouffé par elles, si je peux employer ce mot. J'ai une question, mais vraiment entre parenthèses, parce que tu vois, je vois tes paroles et je vois à quel point tu as cette capacité, cette fluidité. Alors, c'est sûr que ce discours, tu le connais parce que c'est ton métier, que ça fait longtemps que tu parles sur le sujet. Mais est-ce que tu as toujours eu, parce que tu as été avocat quand même, cette aisance finalement verbale? Je pense pas. J'ai beaucoup cherché à nommer les choses pour les apprivoiser, pour Mm. devenir ami avec les choses, sentir que petit à petit, on peut apprivoiser la peur, on peut apprivoiser la douleur, on peut apprivoiser la solitude en nommant ce qu'elle dit, ce qu'elle cherche, ce qu'elle nous indique. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours aimé les mots, j'avais de l'aisance quand on est à l'école, quand il faut faire des travaux d'écriture, ce qu'on appelle en Belgique une rédaction ou une dissertation sur un Ah oui, thème qui est oui, donné comme ça. par le professeur. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à me dire, ah ben, on peut sortir de sa plume des jolies formules et c'est très, très plaisant. C'est clair que j'avais sans doute ce goût d'emblée, Mm. mais je ne pensais pas que ça me servirait comme ça à, C'est ça. à tenter de comprendre de façon simple des enjeux qui sont souvent perçus de façon très compliquée. Non, mais ça, je trouve ça fantastique parce que tu as su mettre finalement ton potentiel et c'est un peu, tu vois, tout l'objet de mon podcast, c'est de montrer qu'on a tous des fois des potentiels qu'on peut exploiter et qu'on peut offrir à l'humanité, tu vois, enfin, à la société. Et je trouve que justement, je pense que c'est ton aisance verbale, si je peux me permettre, notamment, qui t'a permis autant de percer sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, ça vient nous toucher en plein cœur, en fait. Tu as des exemples, tu fais des parallèles qui fait, mais oh, oui, ça met du sens, en fait, sur certains mots MAUX en fait. Et je pense que moi, en tout cas, dans le public qui me suit, ça va beaucoup leur parler parce que je remarque beaucoup chez les personnes HPI qu'un mot est un mot et qu'on a besoin de redonner du sens à ce mot et que lorsqu'il est mis justement avec eh bien, autant de description et autant de fluidité dans la pensée, c'est très agréable à écouter. Donc, merci pour ça. Merci. Ouais. Merci beaucoup, Elodie. Là, je peux témoigner, peut-être que ça peut encourager les personnes qui nous écouteront, que quand j'étais jeune, j'ai beaucoup entendu, tu es trop sensible, tu es trop Voilà. sensible, il faut blinder pour entrer dans la société, hein. Il faut se faire une bonne carapace pour entrer dans la société. Toi, en tant que jeune homme, non? Oui, oui, clairement, clairement, un jeune homme, c'est pas supposé être sensible, c'est supposé être un bon guerrier qui met sa carapace pour partir au combat, la cuirasse. J'ai aussi entendu, tu cherches trop loin, parce que Mm. je voulais toujours comprendre pourquoi on a fait ceci, pourquoi tu as pensé ça, pourquoi c'est sorti comme ça. Je voulais toujours comprendre. Et puis souvent, mais tu prends trop de mots.
Voilà 3 reproches que j'ai entendus quand j'étais enfant. Ah, Bon, j'ai eu la chance de grandir dans un milieu familial aimant et bienveillant, mais effectivement, ce qui faisait ma singularité n'était pas forcément soutenu ou encouragé, alors même qu'aujourd'hui, c'est ça dont j'ai fait mon outil de travail. exactement, Et ça, exactement. c'est vraiment l'encouragement que je voudrais faire aux personnes qui se sentent parfois pas reconnues, parfois même rabrouées dans ce qu'elles sont, d'accepter que c'est peut-être précisément ça leur trésor, leur corde sensible avec lesquelles elles vont pouvoir contribuer au grand orchestre. Mais alors du coup, tu m'ouvres une question là que j'ai envie de te poser, tu me dis si tu as envie d'y répondre. Est-ce que tu n'as pas perdu confiance en toi? Dans le sens où, tu vois, à force de dire à quelqu'un, par exemple, mais t'es trop grand, regarde comme t'es trop grand, la personne aura tendance à se voûter, à être de plus en plus petit. Parce que bah, il faut pas être trop grand, il faut pas gêner. Et à ne pas se rendre compte qu'en étant grand, bah, par exemple, on peut facilement aider quelqu'un à attraper quelque chose en haut de l'étagère, tu vois. Tu vois l'idée? Donc, comment tu as réussi finalement à en faire une force aujourd'hui? Ça s'est imposé à moi à l'intérieur à un moment. Je voyais qu'en étant avocat, puis j'ai été consultant juridique pour une grosse entreprise, comme un avocat à l'intérieur de la structure, je rabrouais une partie de moi. Je sentais bien que le matin, en nouant ma cravate, mon costard cravate, il y avait une partie de moi qui s'étranglait, quoi. Cette cravate, c'était vraiment symbolique d'un étranglement, d'un étouffement, et que quand je rentrais fatigué, découragé, tendu, énervé. Et que voilà, j'ai eu, je dirais, la chance de réaliser qu'on n'est pas sur Terre pour subir, pour s'embêter et avoir une vie subie. On est sur Terre pour avoir une vie choisie. Et à un moment, j'ai décidé de me dire, mais vers quoi as-tu envie d'aller? Et je savais absolument pas quoi. Mais j'ai accepté que c'est pas parce que je ne sais pas vers où aller ni comment y aller que j'ai pas profondément besoin de m'ouvrir au changement. Et j'ai accueilli le besoin de changement dans ma vie d'une façon vertigineuse parce qu'il était béant, je dirais. Il n'y avait pas de perspective. Moi, j'avais mon diplôme de droit et la croyance que puisque j'ai étudié le droit, je ferai du droit à ma vie, à vie, pardon, et que c'est comme ça, et que je devais être reconnaissant pour mes parents qui m'avaient aidé à faire mes études de droit, évidemment. Mhm. Euh, voilà, donc tout un système de pensée très obscurcissant, très limitant, que rencontrent sans doute, j'imagine, beaucoup de personnes qui vont nous écouter. Et donc, accepter de ne pas se résigner à une vie subie et sentir la pulsion de vie à l'intérieur qui dit, mais on pourrait faire tout autre chose. Et j'entendais ça, Thomas. Tu as d'autres talents, tu as d'autres sensibilités, il y a d'autres ressources en toi que ce que tu fais jusqu'ici. Écoute ça. Et petit à petit, j'ai écouté. Et c'est vrai que l'expérience que j'ai pu faire en m'occupant en bénévolat pendant 10 ans de jeunes dits de la rue, les gangs de rue, la prostitution, la drogue, etc., la délinquance, ça a vraiment titillé la fibre humanitaire ou sociale en moi, le besoin d'aider les humains. Ça, c'était devenu absolument clair. Besoin d'accompagner les humains et d'aider les gens à trouver du sens. Et ça a donné le premier axe de ma boussole qui s'est remise à chercher son vrai nord, alors qu'elle était bien rouillée dans le nord peut-être des autres. C'est précieux ce que tu dis. Je suis également conseillère en insertion et en transition professionnelle, donc ça fait aussi partie des cordes à mon arc d'accompagner les profils atypiques vers justement une transition professionnelle, parce que des fois il y a un manque d'alignement, tu vois. En tout cas, moi je l'exprime comme ça. Mais tu sais, on a beau ressentir ça, en tout cas moi je le vois dans les personnes que j'accompagne, il faut quand même du courage pour en fait dépasser ce que j'appelle moi, tu vois, tu sais, le fameux piège abscon, ou autrement dit le piège à la con de, en fait, j'ai pris une décision et bon, bah, j'ai tellement avancé dans la décision que maintenant, bah, je peux pas faire demi-tour parce que ça voudrait dire que tout ce que j'ai fait, ça sert à rien. Et puis, comme tu dis, il y a la loyauté familiale. Enfin, je veux dire, comment on passe du cap de je suis pas à l'aise, je suis fatiguée, peut-être que même on peut faire des burn-out en fait, où on se reconnaît plus, à stop, je vais passer à l'action, je change vraiment de vie en fait. Tu vois, c'est un cap. C'est incroyable en fait. Peu de gens le font. Oui, ben, je peux reconnaître que la communication non violente a été extrêmement clarifiante pour moi, Euh, notamment en me permettant de côtoyer un besoin aussi vertigineux, je l'ai évoqué, que de besoin de changer de vie sans savoir par où ni comment, et arrêter de compenser ce besoin par des ersatz de changement. Quand Mmh. je ressentais le besoin de changer de vie, il m'est arrivé de changer de voiture, il m'est arrivé de changer Ouais, d'appartement.
il m'est arrivé de changer de copine. Ah, c'est ça, oui, oui, Je oui, c'est-à-dire que... maquillais mon profond besoin de changement de vie, de mon axe profond de vie, avec des changements, je dirais, accessoires. Euh, et ça me leurrait un temps. J'étais dupe. Dire, ah, ben, j'ai mis du changement dans ma vie. C'est C'est ça. absurde, évidemment. Et, ou à part d'autres moments, je compensais mon besoin de changement en allant prendre des bières avec les copains et penser à rigoler plutôt qu'à m'asseoir avec ce besoin de changement pour bien le comprendre. Et j'ai pas mal été dans des mécanismes compensatoires. J'étais assez fêtard à l'époque. J'aime toujours la fête, hein. Mais je pense que c'est plus une fête compensatoire, c'est une fête de partage et d'expansion aujourd'hui. Mais donc, l'idée, c'est de savoir s'asseoir avec l'élan de vie qui nous dit ça pourrait être autrement et ne pas le nier, ne pas le maquiller, ne pas l'étouffer, évidemment, et le côtoyer régulièrement pour sentir de plus en plus finement quelle est la couleur de ce changement, hein, quels en sont les ingrédients, comment est-ce que je me verrais vivre d'ici 5 à 10 ans. Et là, petit à petit, des images viennent, une teneur, une saveur se manifeste. Et je l'ai dit, la clarté s'est faite sur le fait que moi, je veux m'occuper des êtres humains et pas des enjeux juridiques, même si les enjeux Mhm. juridiques aident les humains, on est d'accord. Écoute, Euh, je m'occupais directement de l'humain, de l'affect, du sens de la vie, aider les gens à se dépatouiller de leur souffrance, de leur traumatisme, etc. Ça, c'est venu comme ça petit à petit. Et puis la communication non violente m'a vraiment donné le goût de la transmettre aussi. Tout d'un coup, j'ai rencontré ça et je me suis dit, mais j'ai à cœur de transmettre ça, c'est tellement clarifiant. ouais. Et puis petit à petit, l'envie d'écrire en disant, ben, j'ai déjà pas mal d'expérience, j'aurais envie de faire un livre pour dire aux gens, regardez comment ça marche, quoi. Alors le premier livre a été miraculeusement un succès et puis c'est venu comme ça. Mais j'étais très très chanceux. Et en même temps, j'ai envie de dire, la chance, ça se titille, quoi. Et ouais, ouais. Je vais juste te dire ça. Il y a un long travail derrière, en fait, quand même. Donc, oui, oui, Ah oui. ben oui, et aujourd'hui, je vois tellement de personnes qui viennent suivre des sessions, une, deux, trois sessions parfois de connaissance de soi et qui très rapidement pivotent à l'intérieur de soi-même pour se placer à un autre palier de conscience et faire des choses magnifiques. Ils découvrent leur créativité, leur élan de vie et ils ont surtout écarté tout ce qui freine, tout ce qui bloque les croyances inhibantes et négatives qui nous encombrent. Et ils ont compris les mécanismes autobloquants, et ils les ont dissous, ou en tout cas, ils essayent de ne plus leur laisser la main mise, quoi. Alors, je vais venir te challenger un petit peu. Tu me diras si tu peux répondre à la question. Mais tu vois, je sais que beaucoup de personnes qui me suivent ont un peu cette personnalité comme moi, cette capacité à s'enthousiasmer de tout. Je veux dire, moi, dès que je commence, tu vois, une nouvelle activité, je m'enthousiasme très facilement. Voilà, c'est fantastique, c'est nouveau, c'est chouette, j'adore. Par contre, comment on peut repérer pour une personne qui serait justement dans cette recherche d'alignement aussi professionnel, cette distinction entre je m'enthousiasme de quelque chose parce que j'ai ça dans ma personnalité, tu vois, et vraiment je suis au bon endroit. Parce que comme tu disais, quand toi, tu as fait pour reprendre ton expression, des ersatz de changement, ben voilà, tu étais content, quoi. Tu avais une nouvelle voiture, c'était chouette, ça durait un temps, et après, de nouveau, ça revenait. Mais finalement, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, non, non, là, c'est vraiment ça qui me plaît. C'est pas juste de l'enthousiasme passager. Je dirais petit à petit, petit à petit, petit à petit, hein, En comme expérimentant. oui, en expérimentant et en intégrant le temps comme un ingrédient, comme la clé du jardinage. Si je sème aujourd'hui, je n'aurai pas mon fruit ou mon légume demain. Le jardinage compte sur le temps, table sur le temps. Et donc de pouvoir euh, développer la capacité à décoder ce qui se passe, décanter ce qui se passe. Et clairement, après des changements de surface, comme tu viens de les évoquer, je pouvais quand même percevoir, OK, c'est sympa à un moment, mais c'est pas ça dont j'ai besoin. De quoi ai-je vraiment besoin? Et sonder que ma boussole m'indiquait un changement beaucoup plus radical, c'est venu petit à petit, évidemment. Et c'est pour ça que nous pouvons apprendre à être un bon... C'est une belle expression de mon ami Guy Corneau, psychanalyste jungien québécois avec qui j'ai beaucoup travaillé et qui Ouais. malheureusement est décédé il y a quelques années. J'ai beaucoup appris dans son compagnonnage et on a beaucoup co-animé des choses ensemble. Et Guy disait, nous pouvons apprendre à être à la fois un bon maître et un bon disciple de nous-mêmes. Et donc, par moments, mon élan de vie est un bon maître et me rappelle, Thomas, tu sais par là que tu as envie d'aller. Et j'ai aussi besoin d'être un bon disciple et d'écouter ça et de transformer ce qui a transformé, et de lâcher ce qui a lâché. Lâcher ce qui a lâché, ça, c'est
Beaucoup de gens m'écrivent en disant est-ce que c'était facile pour vous de changer de vie? Est-ce que c'était rapide? Alors je dis ça dépend ce que vous appelez facile et ce que vous appelez rapide. Entre le moment où j'ai senti le besoin de changer de vie et le besoin où j'ai pu vivre de mon changement, il s'est passé 8 ans. Ça peut vous paraître terrifiant, mais pour moi c'était fabuleux de me dire j'arrive à m'extirper d'un métier, d'une vie et d'un célibat défensif et protecteur qui n'était pas un célibat de choix, mais un célibat de protection par rapport à l'engagement et entrer dans un couple heureux, joyeux depuis 25 ans. Ben, consacrer 8 ans de vie à faire cette bascule, c'est pas grand-chose pour avoir vraiment un bénéfice considérable. Et donc, est-ce que c'était facile? Ben, ça demandait de lâcher beaucoup de choses, évidemment, beaucoup de sécurité, beaucoup d'habitudes, notamment matérielles, hein. Je gagnais bien ma vie comme juriste. Et tout d'un coup, de mettre ma petite plaque de thérapeute dans la rue, au hasard des jours, ben, ça veut dire qu'il fallait réduire considérablement le train de vie, les habitudes, un peu les automatismes pris de dépenser de l'argent qui venait quand même assez facilement dans le premier métier, etc. Et tout ça ne vient pas par hasard. Nous avons besoin de passer le fer de notre conviction au feu des aléas de la vie pour sentir qu'il est bien, bien trempé, ce fer-là. Donc, Du coup, est-ce qu'il ne manquerait pas finalement un peu de patience comme ingrédient, tu vois, parfois aux gens qui veulent un changement rapide et que ça, comme tu dis, bah, la tomate, elle pousse pas un jour. En plus, moi qui fais mes semis, c'est très frustrant les semis parce que des fois, entre la graine et ce qu'on va planter, déjà, il y a une perte énorme. Mais je veux dire, tu vois, on peut. Est-ce que, est-ce que la CNV aussi peut aider à cette patience? oui. Bien sûr, parce que beaucoup de projets avortent par impatience. On voudrait tout de suite sans l'avoir commencé, mais mon Dieu. De nouveau, rappelons-nous que tout processus d'apprentissage, qu'il s'agisse de conduire la bagnole, d'apprendre le foot, le tennis, le piano ou la trompette, ou même l'informatique, tout processus d'apprentissage table sur le temps. La répétition, l'intégration petit à petit, pour que ça devienne vraiment une aisance. Et nous sommes à l'aise pour ça, pour des tas d'apprentissages, mais pas pour celui de la connaissance de soi. C'est surprenant de voir ça, hein. La personne qui a décidé de jouer au football ou au tennis ou d'apprendre un instrument de musique ou une nouvelle langue va s'y impliquer très régulièrement, pratiquement tous les jours, fait ses exercices pour avancer dans cette pratique, avec évidence. Et ben, la connaissance de soi, c'est du même ordre. Tous les jours, je m'installe avec la personne que je voudrais changer, qui est moi. Tu vois, le comble et de l'ironie, c'est que souvent les gens, lorsqu'on leur dit est-ce que vous vous connaissez bien, ils sont persuadés de bien se connaître. Hmm. Ouais, c'est bonne occasion de se poser la question, quand tu dis: «Je me connais bien», Ouais, et c'est qui dit ça? ouais, ouais. Est-ce que c'est le personnage qui a exploré tous ces encodages et ces programmations? Ou est-ce que c'est la vraie personne qui est allée au-delà de ces encodages et de ces programmations? Nous avons tous un personnage, hein, construit C'est par vrai. ouais, les systèmes éducatifs, papa, maman, les milieux sociaux, parfois la culture religieuse ou pas, enfin bon, selon les contextes. Et ce personnage nous a souvent permis de survivre et de traverser les intempéries du plus jeune âge. Mais à un moment, il y a besoin, comme le rappellent beaucoup de traditions, d'une nouvelle naissance. Il y a deux naissances, disent beaucoup de traditions, la biologique, évidemment, au sortir du ventre maternel, et puis la naissance psychospirituelle, où j'accouche d'enfin de moi-même. C'est moi qui me mets au monde. Et là, j'ai besoin effectivement de lâcher les habitudes, les automatismes, le regard de l'autre, les conditionnements. Écoute, je vais C'est finir pas par... nécessairement confortable, donc. Non, c'est vrai. De toute façon, une naissance, enfin, pour avoir fait l'expérience 4 fois, ce n'est pas confortable. Et ça, et j'aime ajouter, ce n'est pas qu'une boutable, qu'il n'y a pas de péridurale pour l'accouchement de Non, soi-même. c'est pas vrai. Mais Ça, c'est en blague, on peut être, par contre, aidé et accompagné par un thérapeute, un professionnel de la bien sûr. santé, si jamais c'est trop douloureux, bien sûr. Je tiens à le Bien rappeler quand sûr. Il y a des sages hommes et des sages femmes pour nous aider à accoucher de nous-mêmes. c'est Oui, vrai. C'est vrai. j'en ai bénéficié moi-même, j'ai été Ouais, accompagné, bien sûr. ouais. Je vais finir. Alors, on pourrait en parler encore des heures, mais je ne prends pas trop de ton temps parce que je te sais très occupée. Mais je voudrais quand même terminer par cette question. En quoi, selon toi, la communication non violente est un vecteur d'espoir pour l'humanité? Pour moi, c'est un immense vecteur d'espoir quand on voit précisément, on en parle à l'instant, la capacité d'apprentissage qui est en nous. Regarde à quelle vitesse les enfants ont appris à jongler avec Internet, à maîtriser les Ouais. smartphones, à comprendre tous ces jeux. Ils sont digital natives, comme on dit. Ils sont nés là-dedans, alors que moi, je suis un vieux dinosaure et j'ai besoin de mes filles pour m'aider à comprendre ce qui se passe. Et donc, la capacité d'apprentissage est considérable. Et le rêve qui me porte et qui est porté par beaucoup, beaucoup de personnes qui suivent ce travail et la communauté des formateurs, formatrices dans cette approche, mais aussi bien dans bien d'autres approches, la communauté des thérapeutes, etc.
c'est qu'un jour, cet apprentissage fasse partie de la scolarité et qu'avec les piliers fondamentaux que sont lire, écrire et calculer, qui sont 3 piliers de base de l'apprentissage de l'éducation à travers la planète, il y ait un 4e pilier considéré enfin comme aussi fondamental, si même pas plus, et qui est la connaissance de soi. J'apprends à savoir qui je suis, comment je me sens, ce que ça dit de moi, quels sont mes talents, que dit ma sensibilité de l'être que je suis, comment mettre qui je suis au monde et comment trouver du soutien pour me déployer joyeusement. Mais j'ai aussi besoin d'apprendre à comprendre ma tristesse, ma solitude, mon désarroi, mon dépit, mes déchirures intérieures et ma rage quand elle m'habite, en sorte d'éviter de la faire peser sur les autres. Et nous voyons de nouveau cet enjeu citoyen d'apprendre à s'asseoir très tôt avec soi pour que ce compagnonnage, ce nous intérieur soit une évidence. Mais donc, moi, j'ai confiance que ça viendra petit à petit, exactement comme, je rappelle, l'hygiène physique, prendre des douches, se laver régulièrement et buccale, se laver les dents, est arrivé il y a peu de temps et est devenu pour beaucoup, beaucoup, la majorité des personnes sur la planète, une évidence. C'est comme ça qu'on vit, on vit avec ce standard. Eh ben, je pense que nous aurons bientôt des standards de vie intérieure évidents. Et on le voit déjà dans certains pays, enfin, moi je le vois, en Écosse, mais il y a d'autres pays où en tout cas, c'est quelque chose qui est très, prégnant, dans les écoles, tu vois? Il y a vraiment des temps comme ça et je les trouve, beaucoup plus, ouverts, justement à ces temps, ou même tu vois à la relation à l'enfant. Je trouve que dans certains pays du Nord, c'est beaucoup plus développé, donc ça se fait déjà de plus en plus, donc ça c'est plutôt positif. Oui, certainement, de beaux projets se mettent en route Mmh un peu mh. partout. Mm. Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose, que tu aimerais partager et que j'aurais oublié peut-être, de mettre en avant? Peut-être, j'ai évoqué la notion de spiritualité, dans le plus grand respect des cheminements de chacun. Juste un mot pour, indiquer comme ma conviction profonde. Lorsque nous, décidons profondément de, nous aligner sur qui nous sommes vraiment, de respecter cette pulsion de vie qui nous habite, respecter cette conscience que la vie m'a voulu là, comme je suis, avec ce que je suis là et que je peux respecter ça et le mettre en expansion. Lorsque je décide de m'aligner sur ce que j'appelle dans mon travail, sans doute tu le sais, mon fil rouge intérieur, et je crois que chacun a un fil rouge, et donc de vraiment mettre au monde qui je suis, eh bien, nous ne sommes pas longtemps seuls. Mmh. Quelque chose se passe. Il se pourrait que quelqu'un s'installe à nos côtés, c'est possible. Il se pourrait que quelque chose s'instaure autour de nous qui nous porte, qui nous soutient, qui souffle, et qui est donc de l'ordre du souffle pour nous aider à parcourir ce cheminement et à nous aligner sur notre axe. Et je nous invite donc à élargir notre discernement pour réaliser que nous ne sommes pas en train de batailler toute seule avec notre petit ego pour nous défaire des bandelettes de la momie dans lesquelles nous avons été pétrifiés longtemps. Eh bien, si nous décidons petit à petit de défaire ces bandelettes et de retrouver notre espace de liberté, de respiration, quelqu'un nous aide, ou quelque chose en tout cas nous aide, vous l'appellerez comme vous voulez. Et j'aime l'appeler le souffle. Voilà, alors je propose à chacun de s'ouvrir à la conscience du souffle qui permet que la vie soit vie. Ah merci, merci beaucoup. On va finir sur, voilà, cette belle phrase, cette belle image. Tu es vraiment douée avec les images. Donc franchement, un grand merci à toi pour ton temps. Où est-ce qu'on peut te retrouver si des gens sont intéressés par tes formations? Je mettrai le lien, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu proposes? Oui, bah, volontiers mon site qui est mon nom, c'est facile, c'est mon nom à gmail.com, mon nom tout attaché sans apostrophe. J'ai également, je collabore avec la plateforme En Développement, mais j'en parle Oui, sur mon site, qui est la plateforme de Gabin et Laurie qui, crée les cours en ligne avec moi et les accompagnements qu'on peut faire, via les écrans. Et puis, j'ai un compte Instagram sur lequel je poste régulièrement des tu m'as dit. réflexions, et puis des petits extraits des cours qui sont Mmh, apparemment très appréciés. Je reçois des commentaires oui, hyper chaleureux de personnes qui disent: «Mais ça m'aide considérablement, au jour le jour pour faire des ajustements, pour faire des prises de conscience», et voilà, je suis heureux que ce compagnonnage puisse nous faire ressentir qu'on n'est pas tout seul. Nous sommes sur la planète aujourd'hui une immense communauté de personnes qui ont envie d'apporter du changement et d'être le changement que nous voulons voir dans le monde, pour remercier Gandhi une fois de plus. merci Voilà. beaucoup Thomas, un grand, grand merci à toi. Merci Élodie. C'était le podcast Potentiel par Élodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée!